Made in Abyss est une œuvre unique. Il a marqué ma vie de fan d'anime comme peu d'autres ont su le faire et me hante depuis sa sortie en 2017. Il est l'un des premiers gros animés que l'on a abordé en vidéo sur cette chaîne et on a à nouveau discuté de son cas dans une vidéo après la sortie du film. On pensait avoir tout dit. On pensait que l'anime allait simplement continuer dans ses thématiques. Mais on avait en fait tort. Il y a quelques mois, la saison 2 de l'anime est sortie, et avec elle, on a pu voir l'anime sous un nouveau jour. Et cela nous a permis de découvrir une piste d'analyse qu'on n'avait absolument pas remarquée auparavant. Après plus de 2 ans et demi, il était donc temps de faire un remake à notre vidéo initiale qui ne rendait pas suffisamment hommage à cette œuvre fantastique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette troisième vidéo sur Made in Abyss. Aujourd'hui on va aller assez loin dans l'analyse de l'œuvre, donc si vous n'avez pas encore vu la saison 2, vous pouvez quitter la vidéo tout de suite. Ceci étant dit, on va commencer par un rapide résumé, histoire de se remettre dans le bain. Après le troisième film qui faisait suite à la saison 1, Nana, Chihiro et Reg ont vaincu Mandold, et accompagnés de Prushka devenu un sifflet blanc, ils font la descente jusqu'au 6ème niveau, où il est impossible de remonter sans perdre son humanité. Là, ils se retrouvent à rejoindre un village d'ombre, les humains ayant justement perdu leur humanité, et y font de nombreuses rencontres. Au fur et à mesure des épisodes, on apprend le passé extrêmement sombre de ce village et l'histoire des Genja, les habitants qu'il compose. Ce groupe de parias s'est enfoncé plus de 150 ans auparavant dans l'abysse, à la recherche d'une lumière, d'un endroit qui les accepterait enfin. Mais arrivés au 6ème étage, ils tombèrent vite malades et étaient sur le point de tous mourir. Cependant, Ilmui, une enfant bannie de son village car incapable d'enfanter, utilisera une pierre de vœu, ce qui lui permit enfin de donner naissance, tout en la transformant de plus en plus jusqu'à devenir le village lui-même. Ses enfants lui furent arrachés et tués pour nourrir les Genja, les soignant de leur maladie avant qu'ils n'abandonnent leur humanité et fassent du corps d'Ilmui leur nouvelle demeure. En réponse à ce péché, Ilmui donna naissance à son dernier enfant, Faputa, qui a pour mission de se venger et de détruire ce village de l'horreur. Bon, on passe sur les détails, de toute façon vous connaissez déjà l'histoire. Globalement, cette saison aura été très intéressante. La saison 1 avait été un chef-d'œuvre qui a marqué les spectateurs par le pur choc qu'elle provoquait. On y suivait des enfants dans une ambiance un peu glauque mais qui pouvait encore être considérée comme acceptable, jusqu'au fameux épisode 10 qui nous plongeait dans une horreur qui n'avait plus rien à voir avec ce qu'on connaissait. Mais le choc passé, ce procédé ne pouvait plus marcher. En allant sur la saison 2, on sait que l'abysse est un endroit horrible, alors comment garder l'intérêt des spectateurs? C'était là un défi compliqué, mais qui a été selon moi parfaitement accompli. Comme on l'a déjà abordé dans le résumé, l'horreur n'a fait que grandir, et le sort d'Ilmui est brillant tant la monstruosité qu'il dépeint va loin. Le degré d'erreur psychologique est très haut, mais en plus de ça, il ne faut pas non plus oublier le gore extrême de l'œuvre, qui est lui aussi particulièrement difficile à regarder par moments. Le concept de la valeur qu'on retrouve dans le village est aussi intéressant. Il reste en arrière-plan et on ne comprend pas trop d'où il sort, mais il présente une sorte de société ultra-capitaliste libertarienne où absolument tout possède une certaine valeur, que ce soit des objets, des actes ou bien sûr des parties de son propre corps, voire sa vie tout entière. Cela venait présenter un nouvel environnement angoissant qui n'était pas pour nous déplaire. Enfin, on a aussi eu droit à l'introduction de nombreux nouveaux personnages, dont le plus important est évidemment Faputa, la princesse des ombres, l'incarnation de la valeur. Comme on le disait dans nos précédentes vidéos, Made in Abyss est un animé qui adore jouer sur la dualité entre les deux opposés. Faputa en est une parfaite incarnation, puisqu'elle est parfois un personnage absolument adorable, et d'autres fois un démon sanguinaire tuant sans pitié tout ce qui se trouve sur son chemin. Ceci étant dit, on en a fini avec ce résumé de ce qu'on a pensé de la saison. Maintenant, on va rentrer dans la partie intéressante. On va analyser les thèmes de Made in Abyss. L'aventure a toujours été le thème central de Made in Abyss. On en avait longuement parlé dans nos précédentes vidéos, mais en y réfléchissant à nouveau, on s'est rendu compte de quelque chose. Ce n'est pas seulement que Made in Abyss est un animé d'aventure, ça c'est évident. Non, ce qui le rend unique, c'est que l'abysse en lui-même est une métaphore de l'aventure. Pour être plus précis, l'abysse et sa malédiction sont en fait une métaphore de l'aventure et de ce qui arrive si on abandonne en cours de route. Je m'explique. Lorsque vous partez à l'aventure, que vous vous lancez dans un projet, c'est difficile. Vous ne savez pas où vous allez arriver, et il peut être tentant de faire demi-tour. Si vous abandonnez rapidement, la perte ne sera pas trop grande, vous aurez un peu honte, mais ça va. Mais plus vous persistez, plus vous avancez, plus le fait d'abandonner viendra créer une lourde perte. Ça va même jusqu'à un point où vous n'avez plus le choix, vous avez trop mis en jeu, et vous devez continuer même si la mort vous attend au bout. Vous aurez bien sûr compris où je veux en venir. Les paliers de l'abysse et la malédiction qui les accompagne sont en fait une représentation de l'investissement que vous mettez dans une aventure ou un projet.
Je trouve que c'est ce qui met Made in Abyss à part de beaucoup d'autres œuvres d'aventure. Prenons l'exemple de One Piece. Si Luffy renonce à son rêve de devenir roi des pirates, est-ce qu'il aura perdu quelque chose? Bien sûr que non, au contraire, il est devenu extrêmement puissant et pourrait tout à fait décider de vivre sa meilleure vie dans une île un peu paumée pour le restant de ses jours. Sauf que comme disait la grande philosophe Miyake Hinata dans l'anime Yorimoy, si tu peux encore faire demi-tour, ce n'est pas une vraie aventure. C'est à partir du moment où tu atteins le point de non-retour que la véritable aventure débute. Dans ce sens, Made in Abyss est peut-être l'un des seuls vrais animés d'aventure qui existent. A partir de maintenant, on va passer sur l'analyse plus spirituelle, plus religieuse de Made in Abyss. C'est quelque chose qu'on n'avait pas abordé dans nos précédentes vidéos, mais force est d'admettre que c'est un thème assez récurrent dans l'œuvre, surtout dans la saison 2. Canoniquement, il est mentionné dans l'œuvre que la plupart des caverniers voient l'abysse comme un dieu. Comme le fond de l'abysse est inconnu, il leur donne un espoir de vie après la mort. Ceux qui y croient pensent que s'ils perdent la vie dans l'abysse, leur âme descendra tout au fond de celui-ci pour vivre sous forme d'esprit. Si on extrapole un peu, on peut voir la descente dans l'abysse comme un moyen d'expier ses péchés, pour atteindre le fond qui serait le paradis, et ainsi atteindre la vraie humanité. On va appuyer un peu cet argument. L'abysse serait comme un baptême. Cependant, au lieu de venir laver les péchés, il viendrait laver l'humanité de ceux qui y descendent, mais seulement parce qu'il n'est pas mené à son terme. Les sifflets blancs sont le meilleur exemple selon moi. Tous les sifflets blancs que l'on a vus sont des surhommes, physiquement bien sûr, mais mentalement aussi. En descendant profondément dans l'abysse, ils ont presque atteint l'illumination, mais n'en ont encore eu qu'une partie, ce qui en fait des personnages terrifiants, à moitié humains. Ainsi, Ozen ne considère plus les humains que comme des tas de viande, mais garde une certaine bonté et espère que d'autres réussiront là où elle échouait, ce qui la poussera à entraîner Rico et Reg pour leur donner une chance d'atteindre le fond de l'abysse. On peut d'ailleurs noter qu'elle est habillée en noir et blanc, symbole du yin et du yang. Il en va de même pour Bondold, qui a beaucoup perdu dans sa folie scientifique, jusqu'à son propre corps, mais qui garde une certaine bonté un peu étrange pour ses enfants malgré tout. La seule sifflet blanc que l'on aperçoit qui ne semble pas avoir perdu son humanité, c'est Liza, la mère de Rico. Est-ce que c'est simplement parce qu'on ne la voit que dans des sortes de flashbacks, ou est-ce que c'est parce qu'elle a atteint le fond de l'abysse et donc la vraie humanité? On ne peut pas le dire pour l'instant. Mais j'aime cette théorie de l'abysse qui viendrait laver l'humanité de ceux qui y vont pour leur permettre d'accéder à un plus haut niveau s'ils atteignent le fond. Et ce notamment parce qu'il permet d'expliquer le cas de Rico. Pour rappel, Rico est née dans l'abysse, d'où le titre de l'œuvre d'ailleurs, elle est Made in Abyss, ce qui veut dire qu'elle n'a depuis le début pas d'humanité. Elle a appris à faire semblant en vivant entourée d'humains à la surface, mais elle a toujours entendu l'appel de l'abysse au fond d'elle, et selon cette théorie, ce serait parce que le seul moyen pour elle d'obtenir cette humanité qu'elle a perdue à la naissance, c'est d'atteindre le fond de l'abysse. Là-bas, elle retrouvera tout ce qui lui manque. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que c'est sa mère, Lisa, qui lui envoie une lettre lui demandant de la rejoindre là-bas. Comme dans la croyance des caverniers, tous ceux qui tentent l'aventure ne font plus qu'un avec l'abysse. Et il en va de même pour Lisa. Que ce soit à travers Lisa qui fait partie de l'abysse ou de par le fait que Rico soit né là-bas, une chose est claire, l'abysse lui-même est la mère de Rico. Et si on rajoute le fait que dans la croyance des caverniers, l'abysse est en fait un dieu, et que Dieu est évidemment père de toutes choses, ça fait 3 éléments qui viennent appuyer ceci. Et ça tombe bien puisque dans la partie suivante, on va voir que le chiffre 3 a son importance. On arrive dans la partie la plus intéressante de cette vidéo. Ici on va voir que Made in Abyss s'inspire énormément de la Divine Comédie de Dante, un poème écrit en Italie vers l'an 1300 et qui raconte la descente de son personnage Dante dans les 9 cercles de l'enfer où sont punis les damnés. Puis, une fois le fond de l'enfer atteint, son arrivée au paradis. Dans l'enfer ainsi représenté, plus l'on descend vers le centre de la terre, demeure de Lucifer, plus les péchés des damnés que l'on rencontre sont graves. Il s'agit d'un texte fondateur connu d'absolument tous les Italiens, même de nos jours, et il est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature. Dans ce texte, le chiffre 3 a une très grande importance puisqu'il représente l'état de quelque chose de complet. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les enfers, la terre et le paradis. La mer, la terre et le ciel, etc., etc. Bon, ça fait assez léger comme contextualisation, mais on peut pas passer plus de 20 minutes à expliquer ce qu'est la Divine Comédie. Du coup, pourquoi on vous parle de ça? En écoutant la rapide description que je vous ai faite de l'enfer de Dante, vous devriez avoir compris. L'abysse est quasiment calqué sur cet enfer. Dans la Divine Comédie, le personnage est présenté comme perdu dans une forêt obscure qui ne mène nulle part. Cette forêt représente la vie qui n'aurait aucun sens. C'est en allant dans l'enfer, accompagné de son guide Virgile, que Dante pourra expier ses péchés et trouver un sens à sa vie à travers la foi en Dieu. Ici on peut clairement voir le parallèle avec Rico,
qui vit sa vie en sentant depuis toujours l'appel de l'abysse, et qui finira enfin par trouver un guide dans le personnage de Reg. Sur la porte des enfers de la Divine Comédie, il est clairement inscrit les mots suivants. « Vous qui entrez, laissez toute espérance ». Et pourtant, Dante va l'ouvrir. Tout comme dans Made in Abyss, où Rico connaît parfaitement les dangers qui l'attendent, mais va quand même choisir de les braver. Seuls ceux qui ouvrent la porte peuvent savoir ce qui se trouve caché derrière. On peut ainsi évidemment y trouver un parallèle avec le fruit de la connaissance du jardin d'Éden. La curiosité, le désir d'aventure peut-il mener à quelque chose de bien ? Dans la Divine Comédie, oui. C'est au plus profond de l'enfer, en escaladant le corps gigantesque de Lucifer, que Dante accède à la singularité, puis au paradis. Entre la métaphore de l'aventure qui nous dit qu'il ne faut pas abandonner en route, mais continuer jusqu'au bout, et cette énorme ressemblance à la Divine Comédie, je suis maintenant convaincu que le fond de l'abysse abrite en réalité un semblant de paradis, et qu'il apportera le bonheur à nos personnages d'une façon ou d'une autre. Un autre point très important vient appuyer cette théorie, et c'est le chiffre 7. Le 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection, qui représente donc le divin. Et il se trouve que, comme par hasard, l'abysse possède 7 étages, et que ce 7e étage se nomme le dernier Maelstrom. Si ça suffit pas à vous convaincre, je sais pas ce qu'il vous faut. En plus de ça, je finirai en ajoutant que cette théorie explique aussi le comportement de tous les caverniers, qui semblent toujours vouloir aller plus profondément, comme s'ils sentaient au fond d'eux-mêmes que c'est là qu'ils trouveront toutes leurs réponses. 果てて見つけた価値も山ほどあるけどよ。大穴に挑んだ日々はそれこそ果たせねえ憧れだ。夢に見ねえ日はなかなか来んさな。もう一度アビスに挑める。そういう夢はアホほど見たけどよ。誰に背負わせるもんでもねえんじゃないの。 Dans la Divine Comédie, le pire sort qui puisse arriver aux damnés, ce n'est pas tant les tortures qu'ils subissent que le fait qu'ils sachent qu'ils n'auront jamais le bonheur de contempler Dieu. Là encore, on semble en être assez proche avec tous ces personnages qui, malgré l'horreur qu'ils vivent, rêvent toujours de pouvoir descendre plus profondément afin d'y trouver Dieu. Toujours dans cette métaphore divine, Fakuta représenterait l'être parfait, le plus proche du divin, qui vient punir les pécheurs. ファクタは火だ。食われ冒涜された者たちが継いだ火だ。お前らを焼き尽くすまで止まれるはずがなかろう。 Elle est à peu près immortelle et possède 3 orbes de vœux, 3 étant, comme on l'a dit plus tôt, le chiffre de la plénitude, montrant qu'elle est un être complet. Enfin, cette théorie colle parfaitement avec les thèmes de Made in Abyss qui sont toujours dans la dualité. L'onirique et l'horreur, l'enfance, la naïveté et la monstruosité, la violence, le corps et l'esprit, les bénédictions et les malédictions. Et donc, sous le prisme de la Divine Comédie, la plus grande dualité de toutes, l'enfer et le paradis, le diable et le divin. 愛こそが呪いだと知っているのに、行く末には闇しかないと知っているのに、だからだろう。だからあんなにも眩しいのだ。 Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça a été pour nous un énorme travail, donc on espère qu'elle vous aura plu. Avant de se laisser, je voulais vous rappeler qu'on a ouvert récemment une chaîne YouTube sur la vie au Japon, donc on vous met le lien en description et si vous pouvez aller y jeter un œil et vous abonner, ça nous ferait très plaisir. Sur ce, on vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.